Claire, je vous propose de rejoindre notre invité autour de la table. On va parler astrophotographie. Et nous sommes avec David Cara, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaissait en tant qu'auteur de polar, mais aujourd'hui c'est pour un tout autre projet et un tout autre registre que vous êtes ici, puisqu'on va parler astrophotographie. En effet, vous avez photographié une nébuleuse qui n'avait jamais été observée par l'homme. Comment vous avez fait ? Alors, ça se fait pas par hasard, hein, au final. On ne prend pas une zone du ciel en se disant tiens, on va photographier là pendant un moment et on verra bien s'il y a quelque chose. C'est un travail qu'on a mené avec mon équipe d'astrophotographes, donc qui est répartie à travers toute la France. On est 3 Rennais et puis on a des membres du côté de Lyon, en Ariège, vers La Rochelle, je vais essayer d'oublier personne, la Dordogne, à Paris, même un Parisien qui lui peut pas faire de photos là-bas, mais qui apporte beaucoup au niveau technique. Et puis on a travaillé avec 2 chercheurs amateurs qui s'appellent Xavier Strottner et Marcel Drexler, l'un est français et l'autre est allemand, et eux analysent des données scientifiques de surveillance du ciel qui leur permettent de penser qu'à tel endroit, peut-être il y a un objet, ce qu'on appelle un objet du ciel profond, c'est-à-dire une nébuleuse qui s'est formée. Et donc derrière, ils font appel à des photographes dont les compétences sont suffisantes pour fournir des données de bonne qualité qui permettent de vérifier s'il y a ou pas l'objet effectivement derrière. Donc ça nécessite à la fois d'avoir un bon équipement, ça nécessite beaucoup de temps, puisque en l'occurrence on a plus de 80 heures de pause sur cette photo, c'est-à-dire qu'on fait des clichés pendant plus de 80 heures. Sachant que pendant les 30, 40, 50, 60 premières, vous ne voyez rien, tellement l'objet est faible au niveau des capteurs. Pour réussir à le voir, c'est très compliqué, et donc au bout de 89 heures, on a eu ce qu'on a comme résultat final, ce qui est un bonheur absolu, puisque pour un astrophotographe, c'est le Graal de découvrir un objet que personne n'a jamais vu. Imaginez dans combien de secteurs on peut dire « j'ai découvert quelque chose qu'aucun humain n'a jamais découvert ». Donc il y a un petit côté Indiana Jones derrière qui marche. Mais ça veut dire qu'on doit rester au même endroit pendant 89 heures ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça ne vous aura pas échappé, mais la Terre tourne. Oui, donc, ce ne sont pas les étoiles qui tournent, c'est la Terre. Donc, la voûte céleste, pour nous, semble se déplacer. Et donc, on utilise ce qu'on appelle des montures équatoriales. Ce sont des montures sur lesquelles vous posez votre télescope et qui sont motorisées sur 2 axes et qui vont compenser la rotation terrestre pendant la nuit. Ce qui fait que votre télescope va tourner en même temps que la Terre, finalement, et va suivre en permanence le même endroit du ciel. Donc ça demande aussi des réglages très précis pour être sûr qu'il n'y ait pas une petite dérive, parce que le moindre grain de sable, et vous perdez tout ce que vous avez fait. Et donc ce genre de montures sont utilisées par tous les astrophotographes aujourd'hui. Ils sont relativement démocratisés. Il y a 20 ans, il faut réaliser que ce qu'on utilise, nous, il y a 20 ans, ça n'appartenait qu'à des observatoires professionnels de très haut niveau. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je voyais, c'est qu'il faut un matériel très puissant pour faire de telles photos. Alors il faut un télescope, en l'occurrence il faut un télescope avec ce qu'on appelle une grande focale, c'est-à-dire qui va permettre de regarder une petite zone du ciel mais qui se situe vraiment loin. Il faut des caméras extrêmement sensibles. Donc ce sont des caméras qui sont beaucoup plus sensibles à la lumière que ne sont nos yeux ou même la plupart des appareils photo. Et puis il faut aussi des filtres. Parce que ce que l'on voit par exemple sur cette nébuleuse, on ne le verrait pas à l'œil nu. Nos yeux ne voient pas l'hydrogène, ne voient pas l'oxygène. Or, les nébuleuses sont composées essentiellement de ces éléments-là. Alors là, on la voit à l'écran, cette nébuleuse. En fait, elle se trouve à des années-lumière. À des milliers d'années-lumière. À des milliers d'années-lumière. Ouais, ce qui veut dire que la lumière a mis des milliers d'années. On voit le passé, en fait, véritablement. D'accord. Mais comment on arrive à se repérer, comment on arrive à savoir dans le ciel où est-ce qu'elle se trouve? Ça demande des calculs savants en fait. Alors ça demande des calculs savants, ça demande beaucoup de temps d'analyse. Après on a quand même depuis fort longtemps les humains cartographient le ciel. Et donc on a chaque portion du ciel a des coordonnées très précises. Et on va pointer, une fois qu'on a identifié où il pourrait y avoir un objet, on va pointer la coordonnée ou les coordonnées qui correspondent à cet objet potentiel. Mais après, il y a tout un tas d'objets qui ont déjà été photographiés, dont les coordonnées sont connues et qu'on peut aller photographier beaucoup plus simplement. Alors bien sûr, il faut quand même un ciel de nuit et un ciel qui soit pas du tout pollué par la luminosité. Oui, vous me lancez sur un sujet qui va vite m'énerver, mais oui, on a
On perd le ciel depuis des années. On perd le ciel. Pendant toute l'histoire de l'humanité, le rapport au ciel a permis de se repérer dans les saisons, a permis d'aider à l'agriculture, a permis d'aider pour les voyages, notamment tout ce qui est maritime. Et on le balaye aujourd'hui en éclairant au maximum des rues pour rien, avec des pubs qui servent à rien la nuit, des devantures qui sont allumées. Et effectivement, nous encore, on a un peu de chance, puisqu'il y a des communes autour de Rennes où on peut voir véritablement les étoiles. Mais je vais vous citer une anecdote très, très bête aux États-Unis, à Los Angeles, dans les années 80. Il y a eu un blackout, donc plus d'électricité du tout, et les services de sécurité ont été submergés d'appels parce que les gens étaient en panique. Il y avait une espèce de faille dans le ciel qui apparaissait. C'était la Voie lactée, qu'on voit normalement à l'œil nu, mais qu'on ne peut plus voir ici. L'air de Rennes, vous la verrez jamais. Par contre, vous faites 30 km et vous allez vers la Couillère, par exemple, et là, vous la verrez à l'œil nu, mais la moitié de l'humanité aujourd'hui ne la voit plus, cette Voie lactée. Et c'est l'endroit où on vit, c'est notre galaxie en plus. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments contre lesquels on se bat. C'est faire de l'astrophoto ou faire de l'astronomie globalement. C'est aussi prendre une conscience écologique, alors qui n'est pas une écologie politique, qui est une écologie extrêmement pratique et très terre-à-terre, qui consiste à dire tout ce qu'on fait contre la nature, on va le payer. Et en plus, l'avantage, c'est qu'observer l'univers autour de nous, ça nous permet de voir ce que ça va donner. Si vous observez une planète comme Vénus, par exemple, c'est une planète qui est très similaire à la Terre, qui vraisemblablement a permis en tout cas des conditions pour que la vie puisse éclore, avec des océans, un climat acceptable. Et puis il y a un effet de serre qui s'est déclenché. Aujourd'hui, c'est un véritable enfer avec des températures complètement folles et une pression telle qu'aucun humain pourrait y survivre. Bon. On parle d'un avenir possible là. Ouais. C'est ça que vous aimez justement dans l'astrophotographie? C'est ce rapport-là? C'est ce rapport, c'est qu'en fait, l'astronomie est un peu... Alors, je ne vais peut-être pas me faire que des copains parmi les amis scientifiques, et heureusement j'en ai plein, mais c'est un peu la mère de toutes les sciences, quoi. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un univers, et on a autour l'avant, le pendant et l'après qu'on peut observer. Et le fait est que quand on fait de l'astrophoto, nous on photographie beaucoup de nébuleuses. Une nébuleuse, c'est quoi? C'est des étoiles qui viennent de mourir ou des étoiles qui vont se former. Mais globalement, on n'a encore jamais photographié un endroit où on pourrait vivre. Et s'il est vraisemblable que dans un univers comme le nôtre, qui est gigantesque, voire infini, on n'en sait rien encore, mais il y a d'autres formes de vie ailleurs, pour l'instant, on est certain d'un truc, c'est qu'il y a moins d'endroits où on peut vivre que d'endroits où la vie est absolument impossible, en tout cas la nôtre. Voilà. Et ça amène une véritable élévation de la réflexion. Voilà. En tout cas, oui, vas-y Claire. Non, mais je vois que vous êtes passionné, vous êtes aussi auteur de polar, on le disait en ouvrant cette interview. Il y a un côté Indiana Jones, quand vous avez découvert cette nébuleuse, ça vous inspire de raconter une histoire autour de ça? Alors, plus en fiction, j'ai vraiment tourné la page de la fiction aujourd'hui. Ça m'inspire par contre pour écrire effectivement de la vulgarisation scientifique, pour amener le plus grand nombre à s'intéresser au cosmos, parce que c'est s'intéresser à notre Terre, ni plus ni moins. On le fait, alors on a une série documentaire qui va sortir sur notre chaîne YouTube, avec Astrofleet. sur la chaîne YouTube d'Astrofleet. On fait beaucoup de conférences, on a fait notamment un événement avec le Diapason l'année dernière qui s'appelait Les yeux au ciel, où on a permis aux gens à la fois de voir une expo photo, mais aussi de participer à un quiz pour gagner des livres sur l'astro, de rencontrer des astrophysiciens, de rencontrer des chercheurs, de voir des morceaux de météorites qui ont été exposés. Enfin voilà, on essaye au maximum d'avoir une action pédagogique là-dessus, parce qu'en plus, il y a vraiment urgence. Il y a urgence à ça. Il y a quelques années, il y a un de vos collègues qui m'avait appelé en me disant « Est-ce qu'on pourrait faire une table ronde pour parler des conflits sociaux dans 200 ans ?» Et ma réponse avait été non, parce que dans 200 ans, on va avoir plein d'autres problèmes que les conflits sociaux si on continue comme ça. Donc au-delà d'un côté alarmiste, mais qui est important, il y a eu un élément du rapport du GIEC encore aujourd'hui qui vient renforcer ça. Il y a aussi, de manière plus optimiste, une vraie poésie à regarder le ciel. Je veux dire, c'est un moment où vous êtes en communion avec la nature. Je prends deux petits exemples tout bêtes. Moi, une fois, je me suis retrouvé pendant 3-4 nuits consécutives à aller surveiller mon télescope pendant qu'on prenait les photos. Et j'avais toutes les nuits, j'avais un hérisson qui était au pied du télescope. Et j'ai un copain qui avait, lui, carrément un renard qui venait se balader à côté. C'est vraiment un autre rapport à la vie et à la nature. Ouais. On va regarder le ciel. On va vous écouter. Je vous invite à le faire. Vraiment. Merci beaucoup, David Carra.